Jean Telet, c'est un bonheur pour moi de te recevoir. Je suis vraiment content. Moi aussi. Et écoute, j'ai passé cet été, j'avais ça sur mon bureau, enfin ma table de nuit et tout. Et ça m'a à la fois évidemment botté, parce que je lisais ces portraits que tu fais, ces reportages il y a très longtemps. Et là, de le revoir, ça m'a aussi mis dans un état de nostalgie, en me disant putain, mais tout ça c'est fini, quoi. On fera plus jamais ça. Il y a quelque chose d'infiniment triste dans ce livre. Mais oui, c'est vrai, il y a de la mélancolie en fait, maintenant à le relire là. Puis ça m'a valu plein d'emmerdements aussi, il y a eu des procès en pagaille et tout. J'ai eu 5 procès en diffamation pour ce livre, 2 pour injure publique, des menaces de mort. J'ai dû déménager parce que des mecs voulaient me buter. C'était assez curieux comme vie. Non, mais ça, en fait, c'est une réédition. Ce livre avait déjà été édité. C'est la 3e fois qu'il est édité. Il avait été édité chez Casterman, et puis après, il a été repris par un éditeur d'Angoulême qui s'appelait Ego Comics. Oui. Et puis après, c'est François Ruffin qui a voulu... c'est Fakir qui fait ça. Et c'est Fakir qui a pris ça. Et moi, j'ai arrêté la bande dessinée après ce truc-là, parce que c'était... Jean de France était sorti en 90 et au festival d'Angoulême, salon de la BD, il m'avait remis le prix du meilleur album de l'année et un prix qu'ils avaient jamais remis avant et plus jamais remis depuis, qui était prix spécial du jury pour contribution exceptionnelle au renouvellement du genre de la bande dessinée. Ils m'ont remis ça un samedi. Je trouvais que ça faisait posthume. Ouais, ça sent le sapin. Mais oui, j'ai cru que j'étais mort. Et comme je commençais à travailler avec Bernard Rapp à l'Assiette Anglaise, le lundi, je suis rentré chez moi, j'ai appelé Casterman en disant « j'arrête la BD ». Et le lundi, j'ai physiquement, réellement, jeté toutes mes peintures, les crayons, les pinceaux, tout à la poubelle, et je me dis « j'arrête ». S'il vous plaît. Bonjour à tous, c'est l'Assiette Anglaise en direct du Saint James Club et on ferme sa gueule. C'est comme ça que j'ai arrêté ma carrière de BD. C'est marrant. D'ailleurs, je lisais dans le dossier de presse de Fakir, cette phrase de Choron, il l'a vraiment dit ça. Choron qui dit de toi, quand Telet arrive dans une ville, les fous sortent. Oui, mais il me disait ça tout le temps. Et c'est vrai que même quand je travaillais à l'Assiette Anglaise avec Bernard Rapp, au début, quand j'allais dans une ville en province, évidemment, je savais qui j'allais voir, j'avais préparé tout ça, et puis j'allais faire mon reportage. Et puis peu à peu, je préparais de moins en moins. J'arrivais dans une ville, et je me dis, et je vais trouver un dingue. Et ça m'est arrivé une fois, je sais plus dans quelle ville, où c'est dans la gare que j'ai rencontré un mec. Et j'ai fait le reportage sur le mec dans la gare et je suis jamais rentré dans la ville. Et après, j'ai pris le train pour revenir. Alors, c'est des reportages que tu faisais pour quel journal ? C'était pour... Il y a eu Zéro, il y a eu À suivre. Ça a commencé par le première histoire pour un journal qui s'appelait Circus. Après, ça a été Zéro, 80, 70, le groupe Zéro, groupe Harakiri et tout, et puis Casterman. Alors, la première histoire, c'est une histoire que je connais bien. Là, des fois, tu cherches pas les fous, mais tu cherches des ambiances. Et la première du livre, est-ce que c'est la première dans la chronologie ? Oui, elles sont toutes dans l'ordre dans ce livre. Et ce qui était rigolo avec ça, c'est... C'est Villemain et c'est l'affaire de la Volaille. Voilà. Et c'était venu il y a un magazine de BD qui s'appelait Circus, où ils avaient décidé de faire un numéro spécial star. Ils avaient demandé à chaque dessinateur de choisir une star et puis de faire une histoire sur la star en question. Tout le monde avait pris Marilyn Monroe, je sais pas quoi, des trucs comme ça. Et moi, je m'étais dit, en fait, la star du moment, c'est Christine Villemain. Et j'avais fait ce truc-là, et je devais apporter ça en début d'après-midi à Circus. Et puis d'abord, j'étais passé par Harakiri, parce que avec tous les copains et tout, puis je vois GB qui voit avec un carton à dessin, il me dit, c'est quoi que t'as là-dedans ? Tu fais, c'est un truc que je vais faire que j'apporte à Circus, je lui fais voir, il le lit, il me dit, non,
je te le rends pas. Je dis, ah ben non, c'est pas possible, ils m'attendent à Circus. Je dis, non, mais c'est des connards à Circus, c'est pas pour... Là, je te le rends pas, c'est nous qui le publions. Et je dis, mais non, il faut vraiment que je le rapporte, ce serait pas bien et tout. Il me dit, bon, alors, tu le rapportes, mais à partir de maintenant, tu fais ça pour nous. Et c'est comme ça que ça a démarré. En fait, ta technique a évolué. Enfin, il y a des fois où tu dessines beaucoup plus, mais là, au début, c'est beaucoup des photos retravaillées, quoi. Oui, avec des pages de cahiers où tu écris à la plume, des choses comme ça. Oui, puis c'est très artisanal. Mélanger tout, des photocopies, des vraies photos, des dessins, c'était une sorte de mélange de tout ça, ouais. C'est très inventif. Enfin, en même temps, tu innoves en faisant ça. Ça n'existait pas avant. Non. Il y a eu quand même Cabu avant moi qui à Charlie quand il y avait je dis n'importe quoi une fête de l'UMA ou un machin comme ça, il y allait, faisait des dessins et tout. Donc c'était un peu dessin reportage. Mais c'est vrai que ça a été pionnier. Puis ça a été repris. Puis il y a beaucoup de jeunes dessinateurs maintenant qui font. Il y a plein de BD, de romans graphiques comme ça, de reportages, qui souvent me disent que si j'avais pas fait ça, moi, à mon époque, ils n'auraient pas fait ce qu'ils ont fait là maintenant. Ouais. Et on va pas toutes les faire, mais la deuxième histoire, c'est les Sœurs Papin. Ouais. On sent déjà que tu as une propension à... T'aimes bien ce genre d'histoire, ces faits divers, etc. Le Jean Telet de ces années-là, comment dire, c'est prédispose de celui qui va exister plus tard dans tes romans historiques. Oui. Ah oui, donc j'aimais bien suivre ces trucs-là, puis aller chercher des gens bizarres et tout, et surtout, comme pour voir comment les gens peuvent sauver leur peau en ayant des idées farfelues, en faisant des choses un peu étranges. Et tu crois que si tu as l'idée de revenir, que tu ne pourrais pas? Mais de toute façon, pour un être de notre Terre de 3e dimension, il sera beaucoup plus facile de revenir de la 4e dimension que d'y aller. Parce que la 3e dimension, finalement, c'est notre dimension. On revient chez nous. De toute façon, il y aura des fluctuations spatio-temporelles non négligeables. Je suis à me demander, quand tu seras en l'air, à quoi tu penseras. Ah, voilà la grosse question. T'as pas un regard du tout politique sur les choses? Non. Bon, non. Ce qui t'intéresse, il y a un truc que j'avais fait sur l'enterrement de Defer, Gaston Defer à Marseille, où tout le monde lui chiait dessus et tout, et j'avais tout raconté, mais autrement, non, moi, j'ai pas de truc politique, non. On a le même éditeur, qu'on salue, c'est Bernard Barrault. Et toi, tu es un écrivain tu t'enfermes, donc là, ce qu'on peut dire, c'est que tu viens de terminer un roman historique où tu as passé... Combien? Une année Oui, c'est ça, et puis des fois c'est 2 ans, des livres comme Le Montespan, Geoffroy Villon, Crénon Baudelaire, des trucs comme ça, c'est vraiment long. Le dernier, là, c'était un peu plus d'1 an. Azincourt. Ouais. Et là, t'en es sorti, là. Oui, la bataille est finie. Ouais. Là, maintenant, c'est correction et tout, et je crois que ça sort en début janvier ou ça va être fin janvier, début février, ouais. Et t'as vécu avec les Ah oui. les chevaliers. Mais moi, quand je rentre dans un livre, le monde extérieur n'existe plus. Et c'est ça que j'aime dans ce métier, parce que moi, je me sens pas si bien que ça dans le monde actuel, alors que j'ai vraiment à me plaindre de rien. Hein. Mais rentrer dans un livre et vivre avec les personnages et tout, ça me décolle du monde. Et il n'y a plus que ça qui existe. Et ça me plaît, ça me va. Ouais. Et c'est parce que le monde te dégoûte ou te rend malade et tout ça? Oui, ça me m'écœure. Tout, je sais pas quoi, hier, j'entendais parler de trucs de Mélenchon, Zemmour, tout ça, ça me broute, ça me fatigue, tout ça. Ça m'intéresse pas, ça m'écœure un peu. Mais si par exemple, parce que là, c'est là où on diffère tous les deux, parce que on a à peu près le même âge. Je suis plus vieux que toi, j'ai 6 ans de plus. Oui. Mais et si tu veux, moi à un moment, c'est des discussions que j'ai. On a le même éditeur, donc que j'ai beaucoup avec Bernard. C'est qu'à un moment donné, si tu veux, j'arrive pas à. Ça s'est passé au moment des Gilets jaunes, alors que j'adore la solitude, j'adore écrire, etc. Le monde me rattrape, quoi. Et j'ai comme une sorte de colère ou de rage, et je me dis, je peux pas
je peux pas laisser faire un mec comme Zemmour ou un mec comme Macron, etc. Il faut que j'utilise ma plume ou mon regard pour dénoncer ça, quoi. Mais je trouve que c'est bien qu'il y ait des gens comme toi et moi, avec des gens qui sont comme ça. Et je trouve ça vraiment bien et heureusement que c'est comme ça. Mais moi, je m'en tape. Mais complètement. Mais même quand on me parle de l'avenir de la planète, oui, mais alors, je sais pas quoi, on va plus pouvoir respirer dans 150 ans, il n'y a plus personne sur Terre. Je dis, mais je m'en branle. Dans 150 ans, je serai pas là, moi. Moi, je veux bien m'occuper des problèmes de tout le temps que je suis vivant, mais après, je m'en fous. Ce qui fait que je fais quand même attention, si je marche dans une forêt, à pas balancer les bouteilles d'eau dans les arbres, voilà. Mais par exemple, je m'en fous. Tu dis que tu t'en fous, mais par exemple, je pensais pas qu'on parle très librement. Donc, mais ça veut dire que là, parce que moi je l'ai regardé hier, le débat Zemmour, et puis je vois la montée de Zemmour qui est une fabrication des médias au départ, comme l'a été Macron, etc. Et il y a quand même une fascisation des esprits. C'est terrible. Et ça, toi, quand tu dis que tu t'en tapes, ça veut dire qu'un jour, si, tu vois bien, le fascisme, ça existe. Mais ça peut vraiment revenir et ça prend le chemin, bien sûr, et ça m'écœure et tout. Moi, Zemmour, je le connaissais plutôt pas mal. Et en plus, quand je faisais les émissions de Ruquier, il était, alors à chaque fois, il critiquait, mais il n'était pas si méchant que ça. Et puis, il me faisait en fait marrer. Et là, maintenant, il me fait plus marrer du tout, quoi. Mais je te dis ça parce qu'il y a pas un moment donné où tu te diras, ok, je m'en fous, mais à un moment donné, tu te dis, putain, c'est pas possible, je peux pas continuer à m'en foutre parce que ça va vraiment dégénérer. Il est aussi de la responsabilité. C'est pas bien d'être comme je suis, mais je sais que c'est pas bien. Mais je suis pas sûr que tu t'en foutes autant que tu le dis. Ouais, quand même. Puis moi, ça choque mes copains et tout, mais moi, je dis, je veux plus voter, c'est fini. Vraiment, je m'en tape. Et je milite pas en disant, il faut faire comme je dis et tout. Je suis même plutôt sûr que s'il y en a un qui a raison, qui a tort, c'est moi qui ai tort. Mais il se trouve que je ne lis plus de journaux. Il n'y en a plus beaucoup. Des journaux de papier. Je ne lis plus. Quand je prends le train, que je prends l'Express, l'Obs et tout, je tourne les pages, rien ne m'intéresse. Je m'en fous. Et en revanche, c'est bête ce que je vais dire, mais en revanche, dans la maison, à la campagne que j'ai, une grosse maison en Bretagne, il fait mettre 2 ruches. Pour les abeilles. Et j'ai du miel. Ça, mais c'est d'une importance phénoménale pour moi. Je n'en reviens pas de ce miracle de la vie et tout. Et voilà, je me détache complètement du monde, quoi. Ça me fait penser à une phrase de Rimbaud, à un moment, à la fin des trucs qu'il écrivait, il disait « Je ne suis presque plus au monde ». Et ben, j'ai l'impression d'être ça. Et c'est pas une décision, c'est comme ça que je le ressens, c'est comme ça que je vais, puis je me dis, bon, après tout, j'emmerde personne. Tu ne te fais pas engueuler par ton entourage direct? Si, bien sûr. Elle te dit pas... Bien sûr, je me fais engueuler, oui, mais je dis, t'as forcément raison, mais voilà, il se trouve que c'est comme ça. Mais en tout cas, être avec toi, je suis pas une nana, mais même pour un mec, c'est assez apaisant. Je sais pas. Non, mais je t'assure, hein. Là, on est là depuis 1 heure, on a discuté et tout, t'as un regard aussi. Mais en même temps, il y a des fois où j'entends ce que tu dis, mais c'est comme si j'avais du mal à te croire. Mais bon, après, c'est mon... Parce qu'en plus, quand on lit tes histoires, t'as une sorte d'acuité pour le réel, t'arrives à choper des détails que personne d'autre ne voit, et puis là, t'avais un talent de graphiste, mais t'as aussi un talent narratif, quoi. T'arrives à raconter des histoires, t'arrives à les découper. J'allais dire comme personne, en tout cas dans ce genre d'exercice, quoi. Mais moi, je suis très, très fier de ce livre. De tout ce que j'ai fait, roman compris, le truc dont je suis le plus fier, c'est Jean de France. Tu vois, et quand je l'ai refeuilleté, quand je l'ai reçu, je l'ai pas lu entièrement, et je lisais de temps en temps des histoires, je me dis, putain, c'était bien, ça. Mais comme si c'était un autre qui l'avait fait, je me dis... Ça court sur combien d'années, cette histoire, ce bouquin ? Peut-être 3-4 ans, que je sais pas, peut-être un peu plus, je me rends pas compte. Mais je suis très, très fier de ça. C'est le seul truc dont je suis très, très fier.
de tout ce que j'ai fait. Écoute, pour que les gens comprennent, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas du tout ce que c'est, est-ce que tu peux, par exemple, je tombe sur cette histoire, les cours du professeur Jean Gouillet. Tu te souviens de celle-là ? Oui. Comment ça vient ? Qui c'est ce Jean Gouillet ? Enfin, C'était un mec qui s'occupait des poubelles des gens. Pour comprendre comment vivaient les gens, il fouillait dans les poubelles. Et selon ce qu'il trouvait dans les poubelles, il savait si c'était une famille de pauvres, une famille de ceci, une famille de cela et tout. Et il voyait le monde par l'intérieur des poubelles. Et je trouvais ça t'as des dessins vachement intéressant. Profession libérale, cadre moyen, ouvrier. Voilà, oui. À chaque fois, il faisait les photos des poubelles et puis il analysait ce qu'il y avait dedans. Mais ça, c'est toi qui les prends, les photos, ou c'est lui ? Je sais plus. Ça. Tu vois ? Je crois que c'est lui qui a dû faire ça. Ouais, et je trouvais qu'il était intéressant, ce mec. Il voyait le monde à travers les poubelles du monde. Et je disais, il mettait la caméra là où on la met pas d'habitude. Et j'aimais bien cette histoire de la suivante. Ouais, c'était, je sais plus comment elle s'appelle. C'était à Sierre-Clébin. Ah oui, c'est dans l'Est, dans ton coin. Mais tu sais que quand j'ai lu le bouquin, on l'a. Moi, j'avais écrit. J'étais très jeune journaliste. J'avais écrit un article pour Femme Actuelle. C'était le Christ de Sierre-Clébin. Ah oui. C'est pas la même histoire. C'était une tache sur un formidable. Oui. Sur un mur d'immeuble, les gens. Il y avait une apparition du visage du Christ et les gens venaient prier devant ce truc-là et tout. Et en fait, c'était une canalisation des chiottes qui avait pété, puis ça avait transpercé le mur, et ça faisait un portrait... oui, c'est ça, on l'a à l'image. Voilà, exactement. Et ça, je trouvais ça formidable que les gens viennent se prostrer devant une tâche de canalisation de chiottes. Je me disais, c'est très, très bien. Oui, c'est ça. Alors, tu as un tout petit titre, le syndrome de Jeanne d'Arc. J'imagine Jeanne d'Arc parce que c'est une apparition. Ouais. Et à Sierre-Clébin, une canalisation des chiottes a pété. Un visage du Christ formé d'eau sale est apparu sur un mur extérieur. La population se prosterne. Mais voilà. Et ça, j'adore ces histoires-là. Et tu récupères des affiches du coin, la lettre de la paroisse, etc. Puis évidemment, t'as les photos, quoi. Et ça m'a bien plu, cette histoire, parce que je te dis, j'étais venu en reportage là-bas, quoi. Et tu l'as vu, effectivement, ça ressemblait vraiment. Donc, non, mais c'est drôle. Et ça te manque pas, toi, parce que là, à Zincourt, t'es dans une bataille, c'est la guerre de 100 ans, non ? C'est le Moyen-Âge, c'est tout ça. Et donc 1415. Là, tu es tout le temps dans l'histoire ancienne, tu es complètement déconnecté de notre réel à nous. Ouais. Et quand tu termines à Zincourt, là, cette bataille où j'imagine que sous ton crâne, c'était des tempêtes, t'as pas soif et envie de retourner dans le réel, d'aller te balader, de faire de ce genre de... Mais maintenant, je suis tellement marqué sur ce type de livre que j'ai fait un livre dont les gens n'ont pas beaucoup parlé et qui n'a pas eu énormément pas autant de succès que les autres. Un livre qui s'appelle Comme une respiration. Oui. Et c'est un des livres dont je suis en fait le plus fier, moi, où c'était que des histoires vraies. Donc ça faisait des nouvelles, il y avait toute une flopée de nouvelles, où je demandais à des gens moi, je le trouvais super, ce bouquin. Ah, mais moi, j'aimais beaucoup ça. Mais ça a moins bien marché. Moins bien marché, ça a fait 80 000. Hein. Donc, mais moi, maintenant, c'est un livre, il fait moins de 100 000, je fais la tronche. Non, mais c'est quand même d'un luxe. Mais ça veut dire que t'es abonné au récit historique, quoi. Oui, mais moi, justement, à un moment, c'est pour ça que j'avais choisi ce titre aussi, Comme une respiration, c'est-à-dire entre deux trucs historiques, on respire, et puis je demandais à des gens de me raconter comment ils avaient pu se chercher des gens qui à un moment s'étaient trouvés dans une situation vraiment pas bien. Et putain, ça s'arrange. Et à chaque fois, il souffle. Et je trouvais ça vraiment intéressant. Et là, tu redeviens novelliste. Mais voilà. Des petits formats courts. Mais oui, et c'était un peu, finalement, dans l'esprit de ça. Dans l'esprit de ça. Ouais. Mais là, je reviens à Zincourt, là. Pourquoi tu as choisi ce sujet-là en particulier ? Ah, parce que c'est un des trucs les plus cons de l'histoire de France, à Zincourt.
C'est une bataille qui n'aurait pas dû avoir lieu. C'est la prétention française. En gros, ce qui s'est passé pour Azincourt, le livre, il s'appellera Azincourt partant de Puy. Il y a Henri V qui arrive en France avec la plus grande armée anglaise qui a jamais attaqué la France. Il veut prendre la France. Il arrive à Harfleur, une petite ville fortifiée à côté du Havre qui est à l'embouchure de la Seine. Son but, c'est remonter la Seine, prendre Paris, prendre la France. Boum. King has only followers and foe. But I will come with you. Sauf qu'il y a un problème, c'est qu'il n'arrive pas. Il a beaucoup de mal à prendre Harfleur, qui résiste beaucoup plus que prévu. En plus, il flottait sans arrêt et tout. Les vivres ont pourri, les soldats sont devenus malades. Il y a presque la moitié de son armée qui est morte. Il dit, bon, ok, ça marche pas du tout. Il dit, on a une deuxième ville en France qui est Calais, on remonte la côte à fond, on va à Calais, on prend le bateau, on rentre en Angleterre. Et ce qui est marrant, c'est que quand les Anglais ont débarqué, la France n'a pas bougé. Ils sont restés 2 mois, les Anglais, à Harfleur, rien. Mais que dalle, ils s'en foutaient complètement, les Français. L'autre, il repart il était arrivé avec presque 30 000 soldats, il repart plus qu'avec 8 000. Ils sont morts, oui, les autres étaient morts. Et il remonte pour aller à Calais, et Henri V était pressé, il disait, donc, personne s'arrête pour manger, vous cueillez des mûres, des noisettes en traçant la route et tout. Il passe la baie de Somme. Et là, les soldats voient des pieux à moules et tout ça. Ils veulent aller bouffer les moules. Il dit non, Henri V dit non, les pieux à moules, vous les décrochez, vous les foutez sur les plateaux des chariots, mais on continue à tracer. Et vous irez près des chariots bouffer les moules. C'est ce qu'ont fait les soldats, sauf que les moules n'étaient pas fraîches. Épidémie foudroyante de dysenterie, 2000 morts. Donc, il ne restait plus que 5000 soldats. Et là, l'armée française se rassemble à Rouen et décide de pourchasser les Anglais. Ils passent par l'Est, ils reviennent du Nord et ils bloquent à 70 km de Calais, ils bloquent les Anglais. Alors que les Anglais voulaient rentrer chez eux. Les Anglais ne voulaient que rentrer chez eux. Et alors, il se passe plein de trucs et tout, mais le lendemain, à l'aube, le 25 octobre 1415, à l'aube, Henri V découvre l'armée française. Les Anglais n'étaient plus que 5000 qui avaient la dysenterie, qui étaient affamés, qui étaient épuisés, les malades, tous les soldats malades et tout. En face, 30 000 Français, pleine forme, des armures rutilantes, des étendards en veux-tu et tout. Et là, Henri V, il fait non, là, le coup n'est pas jouable du tout. Il envoie un émissaire dire on vous propose de ne pas faire la bataille. En échange, on vous rend Harfleur, on vous rend Calais, mais juste, vous nous laissez traverser le champ. Et les Français, ah, mais il n'en est pas question, ah, mais c'est mal de connaître la France et tout. Et toute la chevalerie, toute la noblesse, il y avait tous les nobles de France, toute la chevalerie. Et les Français n'ont fait que des conneries dans cette bataille. Mais c'est incroyable et tout. Et il pleuvait des pluies torrentielles depuis des semaines. Et toute la pluie glissait vers les Français. Les rivières derrière les Français avaient débordé en torrent et tout. Et les Français se sont retrouvés dans un bourbier, mais incroyable. Les Français sont restés 3 heures devant les Anglais. Et toute la noblesse, ah oui, ça c'était bien, toute la noblesse avait voulu être à l'avant, en disant, la victoire va être tellement facile. Et normalement, dans une bataille, surtout au Moyen-Âge, on mettait les arbalétriers, les gens de trait, ils avaient des canons, les Français, et tout ça. Et les nobles ont dit, pas question. On va pas laisser la victoire à des ouvriers. Donc les arbalétriers à l'arrière. Et on va pas utiliser les canons, parce que les Anglais ont laissé les leurs à Harfleur. Esprit chevaleresque, on ne combat pas avec des armes différentes d'ennemis, ce qui a été une connerie totale. Ils ont tous voulu être en tête, toute la noblesse.
Sauf qu'ils sont restés le vendredi 25 octobre, 3 heures, comme ça, figés. Mais avec l'armure qui pesait énormément. Un mec de 60 kilos, quand il avait son armure, il en pesait 100 kilos. Ils sont restés 3 heures comme ça avant que démarre la bataille. Et ils ne sont pas rendus compte d'un truc, c'est qu'ils s'enfonçaient dans la boue. Mais à mi-jambe, ils étaient enfoncés. Et quand les Anglais ont attaqué, les Français ont voulu attaquer, mais ils ne pouvaient pas. C'était impossible. Déjà, dans la boue, quand tu es pris comme ça, pieds nus, tu peux pas avancer, mais quand tu es en armure avec les poulaines en fer, et ils se sont fait dégommer, et ça a été... Et tous les épisodes, je peux pas tout raconter là, mais tous les épisodes de cette bataille, c'est l'arrogance et la prétention des Français, et ça a été une catastrophe totale. Au bout de 3 heures seulement de combat, 10 000 morts. Oh, et tout à la ferraille, hein, pas une arme à feu et tout. Et puis ensuite, en la noblesse française décimée en 3 heures. Ouais. Mais plus de chevalerie, plus de noblesse. Et toi, quand tu as commencé à écrire le livre, tu savais que c'était une telle catastrophe ou tu l'as découvert Non, je l'ai découvert en préparant. Je savais évidemment que ça s'était mal passé et tout. Mais ce qui est drôle, c'est que normalement, une bataille, il y a 10 000 morts, t'as un peu de peine, tu fais « Oh putain, les pauvres, machin et tout ». Mais là, tu te marres, parce que tu fais, c'est que des connards, quoi. Et alors, il y a un truc qui est marrant, j'ai appris ça après avoir écrit le livre, c'est qu'en ce moment, il y a les Anglais qui lancent la construction d'un sous-marin nucléaire, qu'ils vont appeler comment ? Azincourt. Et ça, ce foutage de gueule à part des Anglais et tout. Ah, mais ça, c'est l'humour. Et donc, ça, c'est une histoire incroyable. Et comment t'as fait pour... c'est-à-dire, c'est comme d'habitude, tu trouves des archives, tu vas dans des bibliothèques... Oui, bien sûr, et puis j'ai lu tout ce que... Il y a des récits déjà existants. Oui, il y a eu plein d'historiens et d'historiennes qui ont raconté tout ça. Et donc, moi, je bouffe toute cette matière, puis j'en fais un roman. Ouais. Et après, tu le fais à ta sauce. Mais tu sais, t'as pas envie de faire Alain Decaux chez nous, là ? C'était super bon. Chaque fois que je te vois à la télé, tu racontes des histoires, c'est captivant, quoi. Il était vachement balèze, Decaux. C'est qu'il faisait ça sans aucune note. Hein. Ouais. Il arrive... Bah là, t'as pas de note. Ouais. Mais enfin... Mais non, mais lui... Ce soir, Jean Telet va vous raconter la bataille d'Azincourt. Il était là. Alors, il aurait fait la bataille d'Azincourt. Et puis, à la dernière minute, il a fini l'histoire. Louis XVI, tout fier, a montré à Thierry de Ville-d'Avray une de ses réussites en serrurerie. Regardez. Et Thierry de Ville-d'Avray a répondu, sire, c'est très bien, mais quand les rois font la besogne des peuples, il arrive que les peuples fassent la besogne des rois. Qu'est-ce que techniquement il était au point, ce mec. Avant lui, il y avait, je ne me souviens plus de son nom, il est très connu, il y a des archives de l'INA sur lui, un historien qui raconte pendant des heures. Il est lugubrement simple, ce Napoléon. Lugubrement simple, en ce sens qu'il convoite, mon Dieu, comme tout le monde, la considération, l'argent et le plaisir. Seulement, c'est un homme qui s'était mis dans une telle situation que pour s'assouvir, pour obtenir ces 3 choses-là, il disposait de l'armée française. Il y en a une qui était très forte aussi à France Inter, c'était Ève Ruggieri. Qui, pareil, elle avait une feuille avec 3-4 noms et elle arrivait en direct et bon. Et toi, ça t'intéresse pas cet exercice? Non. Toi, tu préfères écrire? Moi, je veux pas qu'on m'emmerde. Moi, j'écris mes livres comme je veux. Il n'y a pas d'horaire. Je fais ce que je veux. En plus, j'ai la chance d'en vivre très bien. Et là, en fait, tu as passé 1 an, tu as terminé il y a quoi, une semaine ou 2, tu as envoyé... il y a 4-5 jours. Et quand tu as fini, ton éditeur te demande de reprendre des trucs ou t'es nickel chrome? Il l'a lu et par page, il me propose des petits changements, des petits trucs, comme ça, soit retiré, soit un mot à la place d'un autre, et tout comme ça. Et je prends systématiquement tout ce qui m'a noté, et certains trucs, je fais « Ah ouais », et je change, non, ça n'est pas question, et je change pas, et puis voilà. Et quand tu sors d'une bataille comme celle-là, d'une bataille littéraire et chevaleresque, tu t'en sors soulagé, épuisé? Ah ouais, ben là, Azincourt, mais alors, ça m'a torché. Mais à chaque fois, moi, quand j'écris un roman,
je le vis tellement que presque à chaque fois, j'en déclenche je crois en déclencher des... Oui. Par exemple, quand j'avais écrit Fleurs de tonnerre, ça racontait l'histoire d'une empoisonneuse en Bretagne. Elle va de maison en maison, elle fait bouffer, elle met de l'arsenic dedans, les gens ont mal au ventre, et hop, ils crèvent. Je te l'ai déjà dit, ça tu touches pas, c'est du poison. Allez, avance. Moi, au fur et à mesure que je commençais à écrire le ventre, je me mettais à avoir mal au ventre. Puis je continuais, puis j'avais de plus en plus mal au ventre. Je me disais, putain, ça y est. Et dans le magasin du suicidé, là, t'as envie de te foutre en l'air, ça y est, je me suis chopé 15 cancers et tout. Je suis allé voir un proctologue. Ça, c'est une visite. Bonjour, monsieur, t'as 2 doigts dans le cul. Après, pas une carte postale, pas ton anus me manque, rien. Et coloscopie, c'est un truc aussi sympa à vivre. Et j'ai eu une ordonnance du proctologue qui savait ce que j'écrivais, qui m'a écrit l'empoisonneuse doit disparaître. Parce qu'il me dit, vous n'avez rien. Et quand j'ai écrit mangez-le si vous voulez, un mec qui arrive dans un petit village qui se fait bouffer par la population. Tout ça, mais j'avais mal partout. J'allais chez le proctologue, là, le chiropracteur et tout ça. Et tout. Tu somatises comme ça. Mais alors, et là, à Zincourt, ça m'a démoli, mais j'avais l'impression d'être émietté. Comme l'armée française. Et parce que quand tu écris, tu écris à l'ordinateur, j'imagine. Non, j'ai écrit au crayon à papier, parce que t'es dessinateur et moi j'ai besoin d'un crayon à papier. Au début, quand j'écrivais des romans, les gens de la famille, tout ça, m'offraient des stylos plumes avec la plume en or et tout. J'avais l'impression d'être ministre. Je peux pas écrire une phrase avec ça. Mais moi, il me faut un critérium avec une mine 4H. Il faut que ça soit bien dur. Et puis j'écris quelques lignes et dès que je bloque, je fais un quart de tour. J'ai un bureau qui fait un angle et puis je tape ce que je viens d'écrire, puis je fais la navette et ça bosse. Ouais, ça mais tu tapes sur l'ordi. Oui. Parce que là, tu me dis une Remington, je te dis. Ah oui, non, sur l'ordi, ouais. D'accord. Non, mais c'est marrant que tu passes par le stade de... Ouais. Il faut que ça passe par la main. Et tu n'écris jamais sans passer par le crayon. Non, je ne peux pas écrire comme ça en tapant. D'ailleurs, ça fait maintenant combien, en 90, c'est le premier livre, donc ça fait 32 ans, je ne sais pas combien que j'écris, mais avec un seul doigt. Tu tapes pas. Non, j'ai toujours incapable. Putain, moi je pensais être un cas, parce que j'étais le dernier journaliste à Libération à refuser les ordinateurs, donc j'écrivais tout sur des blocs Rhodia et que tout le monde se foutait de ma gueule avec ça. J'ai eu beaucoup de mal avec les ordinateurs, mais là, à ce point-là, quand même, t'es gratiné, là. Non, mais c'est assez étonnant. Mais je veux dire, là, par exemple, t'as somatisé, là, pour celui-là? Ah ouais, mais j'avais mal, mais partout. Et là, maintenant, c'est fini. Là, et puis, ça y est, là, je commence à me... Et là, là, ça m'intéresse parce que tous les écrivains ont leur tic et leur truc. Tu penses déjà à l'autre? Non. Alors là, et là, tu vas mettre combien de temps sans rien foutre? Je sais pas. Mais même des fois, je commence à me dire, parce que j'ai 68 ans, et là, en écrivant à Zincourt partant de pluie, je me dis, si ça se trouve, c'est le dernier. Tu penses? Ah ouais, parce que c'est de plus en plus dur. Je me rends compte, dans un tas de domaines, tout est plus dur quand on vieillit. Et je trouve que c'est de plus en plus dur. Je sais pas. Mais tu t'emmerdes pas si t'écris pas? Comment tu peux vivre sans ça? Eh bien, ça, j'en sais rien. Et ça, je ne sais pas rien faire. Et donc, c'est ce que je me dis maintenant, il faudrait que j'apprenne à ne rien faire. Mais je ne sais pas rien faire. Depuis l'âge de 22 ans où j'ai commencé la BD, je n'ai jamais rien fait. Mais j'aimerais bien apprendre à ne rien faire. Mais je ne sais pas si j'en suis capable. Et des fois, avoir l'esprit complètement vide, tu vois, de penser à rien, ça t'arrive? Ben non, mais j'aimerais bien. On a la même maladie. J'aimerais bien être capable de ça. J'ai des copains comme ça qui y arrivent très bien. Et des fois, quand tu vois des gens, que tu croises des gens qui ont l'air heureux, simples, avec une, tu vois, qui ont pas de problème. Moi, en Bretagne, j'ai des copains qui sont à la retraite, dont un qui était mon notaire et tout. Putain, il s'y fait vachement bien, rien foutre.
Et je lui dis, oh putain, il s'appelle Jean aussi. Je dis, j'aimerais apprendre à faire comme toi, à ne rien foutre. Mais je sais pas si j'en suis capable. Parce que ça, c'est un talent aussi de rien branler. Bah ouais, on a un peu la même maladie, là. Mais ça, enfin, bon. Et dis-moi, je continue à feuilleter ton livre. Les dessins de Claude, là, t'écris, si vous saviez comme Claude aurait voulu être heureux, c'est à en devenir fou. D'ailleurs, Claude est fou. Et Ouais. les dessins sont très beaux. Oui, et c'était un reportage sur l'hôpital psychiatrique de Privas, qui après ça a été fermé et détruit. Et d'ailleurs, je passe là, on voit des lettres de médecins, tout ça, qui me donnent raison et tout. C'était une honte totale. L'hôpital psychiatrique. Ouais. Et là, la Dame Blanche au pont. C'était à côté de Brest, les gens d'une. Oui, celle-là est bien flippante. Je la lis parce que la Dame Blanche du pont Albert Loup. La voiture roule sur le pont Albert Loup lorsque soudain, l'autostoppeuse dit au conducteur « Arrêtez-vous ». Il s'exécute, la femme descend et lui lance avant de disparaître « C'est ici que je me suis tué il y a 3 ans ». Voilà. Et donc, j'ai fait un truc sur cette histoire-là, que tous les gens qui croyaient à ça et tout. C'est une histoire vraie, ça. Ah oui, chaque histoire est vraie. Il n'y a pas une fiction. Il y a Patrick Henry aussi, le jour où Patrick Henry... Donc Patrick Henry, c'est un assassin d'enfants. Et il y a la préfète. Tu te fais draguer par la préfète. Ouais, alors ça, putain. Alors ça, c'est génial. Le titre, c'est... La préfète s'accroche au pinceau. Mais il y a prescription maintenant, mais tu dis la vérité là. Ah oui, tu tout. peux pas taper la préfète, non et bizarrement, j'ai pas été attaqué. Alors, putain, qu'est-ce que je lui mets à la préfète. Alors là, quand même, là, si t'as pas eu de diffamation, alors la phrase en exergue, c'est « Je l'ai d'abord trouvée rigolote, puis tarée. » Finalement, elle est plutôt émouvante, la salope. Ouais. C'est pas drôle, mais c'est drôle quand même, quoi. En plus, il y a sa photo et tout. Oui, elle a un mari. Mais oui. Et après, elle a été mutée à Nîmes, ouais. Oh putain, ouais, ça c'était une histoire démente. Mais attends, mais comment c'est... Mais là carrément, elle t'explique comment elle te drague. Il y a mais comment c'est possible? Tu t'en souviens? C'était une histoire. Et Cavana, il m'engueulait quand il avait eu ça. Il me dit, mais tu te l'es tapé? Je dis, mais non. L'autre, il peut se taper une préfète, il le fait pas et tout. Il comprenait pas du tout. Non, à la fin, c'est vrai que tu te barres comme un voleur. Ouais. Mais quand même, tu lui laisses ce reportage qui était paru où? Dans Zéro. Dans Zéro. Mais le jour même où Zéro est sorti à Perpignan, tous les exemplaires de Zéro étaient achetés par la ville pour que les gens ne le lisent pas. Et il n'y a pas eu de procès? Rien. Putain. Et sur celui-là, et alors que là, putain, il aurait pu... Ça aussi, c'est un truc, quand on lit ce bouquin, cette histoire-là, elle est quand même assez exemplaire. Je veux dire, il eût été normal que cette femme, quand même blessée, c'est blessant pour elle, quoi. Ouais. Donc qu'elle porte plainte, Mais je me rendais pas compte, en fait, à quel point je pouvais y aller, je pouvais être cash. Et puis, à Harakiri, il n'y a pas un mec qui me disait « vas-y, mollo ». Il me disait « ouais, vas-y » et tout. Et Choron, juste le seul conseil qu'il me disait, ouais, mais quand j'avais des procès, il me dit, c'est parce que tu fais chier aussi les riches. Il dit, faut pas faire chier les riches. Il faut faire chier les pauvres. Les pauvres, rien que l'idée de prendre un avocat, ils sont verts et ça, c'est Choron, tu peux leur chier dessus. Si tu fais chier les riches, il y a toujours un cousin, un oncle qui connaît un avocat, et donc, effectivement, moi, à chaque fois que j'ai eu des procès et tout ça, c'était avec les riches. Et le conseil de Choron, c'était fais chier les pauvres autant que tu veux, mais pas les riches. Mais il y a il y a un problème aussi. Enfin, si tu réfléchis, donc là, on est 30 ans en arrière, même 40 ans parfois. Il y avait une liberté qu'on a absolument perdue. Ça serait, mais pas possible du tout, ce livre-là, maintenant. Mais pas possible du tout. Du tout. Je ne sais même pas comment ça a pu être possible à l'époque, mais là tu le ressens, toi, comment dire, la restriction de la liberté? Ouais, ça verrouille de plus en plus, ça serre. Il y a un étau qui serre. Et c'est vrai que quand on lit ça, on se dit, mais la liberté qu'il pouvait y avoir.
Même si j'ai eu des procès, des tas d'emmerdements, mais normalement, j'aurais dû être assassiné 50 fois avec un... Là, je ferais ça. Mais personne publierait ça. Si c'est maintenant, c'était fou de culot. Et moi-même, quand j'en relisais quelques-uns, je me dis, putain, comment j'y allais. Et c'est souvent très drôle, là, le soutien-gorge de Zora. Oh, c'était très, très émouvant, ça, ouais. Alors je lis l'exergue, Ouais. mais tu racontes. Si tous les 18 janvier du monde, la tombe de Zora pouvait être recouverte de soutien-gorge volé à mammouth, ce serait beau, ce serait poétique, et ça ne coûterait rien. C'est qui Zora? C'était une petite gamine, je sais plus, c'était à Châlons, je crois, ou un truc comme ça. Et une petite gamine qui vivait dans une famille, je sais pas si son père était parti ou enfin un petit peu nord-africain, algérien, je sais pas quoi et tout. Et cette gamine qui était un petit peu moche et tout, à un moment, elle a besoin d'un soutien-gorge. Sauf qu'elle n'ose pas le dire à son père, qu'il lui faut un soutien-gorge. Alors elle décide de le voler dans un mammouth, et elle se fait gauler. Et là, arrivent les vigiles, tout ça, et tout, et le directeur du mammouth qui dit on va appeler ton père. Et elle avait été venue pour faire des courses, elle avait un petit peu de sous, elle paye le soutien-gorge. Ils ont dit, pardon. Bon, voilà, je savais pas comment dire, mais voilà. Ils disent, bon, on s'en fout, ils ont pris ça, ils disent, mais on va appeler ton père. Et là, la gamine, elle pleure et tout, elle est désespérée, et puis donc il a fait des sous. En tout cas, elle doit après repartir chez elle, et en passant au-dessus d'un pont, la gamine se balance dans la Saône. Et entre-temps, le père arrive au mammouth, il apprend l'histoire, il dit, ma fille a volé un soutien-gorge, combien il coûtait, et il paye le soutien-gorge. Et puis quelques jours plus tard, devant chez eux, le long de la Saône, il reconnaît l'habit de sa fille qui s'était noyée. Et moi, je m'étais emmerdé à avoir cassé les couilles à la direction du mammouth, parce que et puis il y avait un journal local, je sais pas si ça s'appelait le Courrier de la Saône et tout, qui avait écrit un article comme quoi la gamine honteuse de son forfait, ils ont pris comme ça, et complètement méchant sur cette gamine, parce que à mammouth, il avait dit, si vous nous emmerdez avec cette histoire, on retire notre budget publicitaire. Donc, ils ont fait un article dans ce journal absolument épouvantable. Et moi, j'étais après, je ne sais plus si je les avais appelés ou étaient allés voir, j'ai dit, mais attendez, ce soutien-gorge, la gamine qui l'a volé, elle l'a bien payé finalement. Ils me disent oui. Bon. Le père, quand il est revenu, je crois qu'il l'a payé. Ils me disent oui. Mais qu'est-ce que vous en avez foutu du soutien-gorge après? Il me dit, on a dû le remettre en rayon. Attendez, alors c'est elle la voleuse, et vous, le soutien-gorge, vous l'avez vendu 3 fois. Puis en plus, elle se tue. Et j'avais demandé donc que les gens mettent les soutiens-gorge sur sa tombe, et j'ai appris que ça se faisait, que ça s'était fait. Il y a des photos, et que pour le truc anniversaire, les filles du coin accrochaient un de leurs soutiens-gorge sur la tombe de cette petite Zora. C'est à Châlons, et la phrase horrible du journaliste, c'est « La jeune fille prise de panique ne regagna pas le domicile paternel, mais découvrant toute la laideur de son geste, préféra se donner la mort en se jetant dans le canal du centre. » Qu'ils avaient été dégueulasses, mais dégueulasses. Puis alors, le début du papier, c'est donc Châlons. Si la société de consommation trouve beaucoup de satisfaction dans le libre service, il n'en est pas moins vrai que ce procédé conduit des personnes de tout âge à se laisser tenter et à commettre des larcins toujours regrettables. Ouais. Putain, ce journaliste, il... Et ce qui était marrant, c'est que Léo Ferré l'avait lu, ce truc-là, et qu'il avait appris que dans ses tours de chant, à un moment, il racontait cette histoire. Ah, il y a Cynthia. Un soir de réveillon, le Père Noël a voulu monter avec Cynthia, donc, qui est une pute, dans un hôtel de passe. Et mon petit cadeau, il lui a offert la trouille de sa vie, putain de Noël, putain de putain.
C'est drôle. Qu'est-ce qu'il lui a fait, là, tu te rappelles? Je me souviens plus, mais elle disait que que les putes, de toute façon, elles disent que les 1er janvier, c'est pas grave, les clients, ça va, en fait, ils vont se taper les putes. Mais que quand c'est les soirs de Noël, elles aiment pas. Parce qu'un mec qui, un soir de Noël, a rien d'autre à faire qu'aller voir une pute, c'est qu'il y a un problème. Et elles craignent les clients de ce soir-là, qui sont très souvent très arbres et tout. Tu t'en souviens de tes plaintes en diffamation à la montagne? Oh là là, Montgenèvre, dont une que je vois qu'on appelait mitraillette et tout. Il y a la milliardaire, l'ermite, le pétomane. Oui. Alors là, tu t'es pris des plaintes, là? Là, j'ai pris des procès, là. Mais à cause de ça? Oui, de cette histoire. Ouais. Et c'est quoi l'histoire, alors? Je me souviens plus. Mais je sais que ça m'a coûté cher. Les gens vont tout bien se ruer sur le livre et vont l'acheter. Fathia, Morgane, Christine et Kim ne se connaissent pas. Si un jour, elles devaient se rencontrer, je préférais ne pas être au milieu. Tu t'en souviens de ça? Oui, c'était une manif qu'il y avait eu je me souviens vaguement, dans le quartier latin, et où il y avait des gens d'extrême droite, des jeunes d'extrême droite à un endroit, d'extrême gauche à l'autre, des trucs comme ça. Et moi, j'allais de l'un à l'autre, et je leur donnais des conseils à tous, et tout, qui étaient des conseils complètement pourris. C'était un truc assez rigolo, ça. Et des fois, tu vas à l'étranger, là, tu pars au Caire, là. Ouais. Au Caire, entre autres, j'avais fait un truc sur Sœur Emmanuel, et je l'avais traité de je sais plus quoi. Elle t'avait écrit, je crois. Et j'ai mis ce qu'elle m'avait écrit. C'est pas chrétien, ça. C'est pas. Oui, le prêchi-prêcha de Sœur Emmanuel. Voilà. À la première publication de ce reportage, Sœur Emmanuel m'a écrit: Mon petit Jean, t'étais déjà grand à l'époque, j'imagine. Ce n'est pas bien de m'appeler vieille punaise cubénie. Je lui ai répondu: Pardon, Sœur Emmanuel, si je vous ai fait de la peine, mais je ne sais faire que ça. Alors elle m'a réécrit: Je ne crois pas, mon petit Jean. Je suis sûr que tu es gentil. Sœur Emmanuel m'énerve. C'est une vieille punaise cubénie. C'était quoi ton histoire avec elle? Elle faisait une sorte de business dans les hôtels pour récupérer du fric. Elle était, je sais plus, mais elle me cassait les couilles. L'histoire qui fait la couverture, c'est La soucoupe volante. Donc c'est les deux jeux-là. C'est La soucoupe volante de Jean-Claude. Donc c'est un type qui fabrique une soucoupe volante. Ouais. C'est genre soupe au chou, quoi. Enfin, c'est une soucoupe volante. Oui. Et il habitait près d'un truc qui s'appelle Archiac. Et il avait voulu fabriquer une soucoupe volante en bois pour emmener sa mère mourir sur une étoile, sur Altaïr. Putain, c'est beau. Tu dis, tout en me parlant de la soucoupe volante de son fils, la mère crachait dans la cuisine. À chaque fois, elle visait la poubelle. À chaque fois, elle la ratait. À un moment donné... À un moment donné, elle a visé la friteuse. Manque de bol, elle l'a eu du premier coup. Il m'en a fallu de la concentration pour envoyer des fusées partout. En plus, c'est vrai, en mangeant des frites. T'as bouffé les frites dans lesquelles elle avait craché. Puis alors la croix qu'il a mise sur le machin, vous lui avez pas demandé de vous la faire voir? Vous lui avez pas demandé? Bon, écoute, ce bouquin est génial. Tu vois, c'est vraiment bien. T'as raison de dire... Enfin, tes autres bouquins sont bien, mais celui-là, quand même... Celui-là, ça... Et tu te mets en photo. Ouais, à La Réunion, pareil, j'avais fait un truc sur la dégénérescence de la race blanche à La Réunion. Le préfet m'avait appelé en disant « Ne remettez plus jamais les pieds à La Réunion ». Je lui ai dit « Attendez, il n'y a pas eu de procès et tout, puis ça va, c'est en France et tout. Et j'ai le droit d'aller où je veux. » Et il m'a dit « Non, si vous arrivez, aussi sec, on vous met dans l'avion du retour. » Mais en fait, ce livre-là, tiens, il y a même Aimé Jacquet dans ton bouquin. Ouais. Tu parles des sportifs, là, le gris-gris. Ouais. Oui, tu as fait un truc sur les gris-gris des sportifs. Ouais. Mais en fait, ces reportages dessinés, on va dire, et photographiés, c'est un peu ce qui t'a lancé dans l'audiovisuel. Quand Bernard Rapp vient chercher... Bernard Rapp, c'est parce que son fils lisait ça. Il m'a raconté que un soir ils étaient chez eux en famille, et puis il y avait des gens qui devaient venir dîner, et puis
Bernard dit à son fils, Joseph, mets la table. Et le fils était dans le salon en train de lire ce truc-là. Et puis 2-3 fois, il lui dit, puis à un moment, il dit, mais qu'est-ce que tu lis? Je t'ai dit de mettre la table. Et puis lui, s'assoit dans le fauteuil, et le canapé, il se met à lire ça. Et le lendemain, il m'appelle, et il me dit, je vais arrêter de présenter le journal de 20h pour monter une nouvelle émission. Je voudrais que vous fassiez la même chose que vous faites dans le livre, mais à la télé. Ouais. Et il me convoque à Antenne 2, ça s'appelait à l'époque. Sauf que moi, je n'avais pas la télé, donc je ne savais pas qui c'était. Et je le vois, il me dit, voilà, il m'explique. Puis il me dit, mais vous voyez, avec moi, il ne faudra pas être grossier comme vous êtes à telle page. Avec moi, il ne faudra pas être comme ci, comme vous êtes là. Avec moi, il ne faudra pas... Moi, je lui dis, ça ne sera surtout pas avec moi. Puis je lui dis au revoir et tout. Et puis il me rappelle, il me laisse des messages en me disant, mais alors, j'attends que vous proposiez quelque chose et tout. Et je répondais pas. Voilà. Et puis un jour, le téléphone sonne, et puis j'ai décroché, et il me dit, mais bon sang, ça fait 4 messages que je vous laisse, et vous répondez jamais. Je veux vous venir et tout. Et j'y suis allé, et là, ça a été une histoire merveilleuse. Ce Bernard Rapp était formidable. Il m'a laissé faire et tout. Il était tellement mignon. Ça a duré combien de temps? Parce que je me souviens de tes reportages. 2 ans, et ça s'est arrêté. Ça s'appelait L'Assiette anglaise. Ouais, et ça s'est arrêté à cause de moi, parce que au bout de la première année, là, tu vois, la classe de Rapp, au bout de la première année, il y avait Contamine, je crois qu'il s'appelait le PDG, ouais. Qui convoque Rapp et qui lui dit, bon, l'Assiette anglaise marche très bien et tout, on recommence l'année prochaine, vous recommencez, tout va bien. Il y a juste un détail. Il dit, c'est le grand, là, qui a des bouclettes. À l'époque, j'avais les cheveux longs et des bouclettes. Je veux que vous le viriez. Et Rapp lui dit, si vous m'obligez de me séparer de lui, j'arrête l'émission. Et Rapp ne me le dit pas. Ouais, ce qui fait que moi, ne sachant pas, il m'aurait dit, tu sais, là, je t'ai sauvé parce que là, Contamine, il voulait ta peau et tout. J'aurais fait gaffe pour pas le foutre dans la merde, j'aurais mis la pédale douce. Il ne me le dit pas. Moi, ne le sachant pas, bon, je continuais à charger la mule et aller dans tout. Et j'ai appris ça à l'enterrement de Rapp. À sa mort. Il me l'a jamais dit. Ça, si c'est pas la classe. Hein. Ouais. Et ce Contamine, c'est formidable. Il y a une histoire, je sais pas si tu connais. Il y a Chaval qui avait écrit un recueil de dessins qui s'appelait « Les oiseaux sont des cons ». Et il y avait le prix en Antenne 2 ou France Télévisions, je sais pas quoi, qui devait être remis à un livre. Et arrive Contamine, et qui n'était pas au courant du truc, et puis on dit, alors cette année, celui qui a le prix décerné par France Télévisions, hein, s'appelle Chaval, pour un livre qui s'appelle, il lit le titre, et il dit, les oiseaux sont des idiots. Et là, Contamine arrive sur scène. Chaval arrive sur scène pour remercier. Il dit, je remercie, tout ça. Et je remercie aussi beaucoup Monsieur Idiotamine. Ça, j'adore ces mecs-là. Ah oui, ça méritait c'est ça, la classe. Qu'ils sont cons, les oiseaux. Qu'ils sont cons, les pauvres petits. Aussi cons que les hommes, disent certains. Après, tu vas à Canal, juste après, ou il se passe du temps? C'est De Greff qui te... Non, c'est Antoine de Caunes qui m'a fait venir. Ouais. Et tu restes combien de temps à Canal? 2 ans, un peu plus. C'est là qu'on a failli se croiser? Ouais, au moment où toi, tu aurais dû y venir, ouais. Et j'y suis pas venu. Non. Et on a des amis en commun aussi. Il y a Alain De Greff et puis il y a Cavana. Je vois, il y a la photo de Cavana, ouais. Cavana. Et Cavana, son dernier livre, c'était une édition, mais il m'avait demandé d'écrire la préface. Et moi, quand j'avais 15 ans, j'aimais bien mon père, mais mon vrai père, c'était Cavana dans ma tête. Et à 15 ans, on m'avait dit, le dernier livre de Cavana
c'est toi qui écriras la préface. Et alors, j'avais terminé sur une connerie parce qu'à Harakiri, il y avait une règle d'or, c'est que personne s'appelait par son prénom. Choron disait, on fait comme à l'école, on s'appelle par son nom de famille. Ouais, ça, je vois bien dire ça. Et moi, le dernier mot de la préface pour Cavana, c'était « François, je t'aime ». Rien que pour le faire chier. Non, mais bon. Non, mais c'est vrai, j'ai démarré avec toi en disant il y a de la nostalgie dans tout ça, mais c'est difficile de. Tu vois, moi, je me suis lancé dans Blast. Je suis pas un être nostalgique du tout. Mais quand je commence je pense d'ailleurs beaucoup souvent à Cavana. Tu sais, des fois, tu es dans des situations, tu te dis qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qu'il aurait fait à ma place. Et tout de suite, tu reprends du courage. Que j'ai aimé ce mec. Ouais. Il y a deux catégories de cons, les cons de naissance et les cons volontaires. De toute façon, ils sont aussi dangereux les uns que les autres. Je les aime pas. À la fin de sa vie, là, c'était quoi, Parkinson, ouais. il était comme ça. Et je l'avais invité dans un resto de couscous. Et puis, on était à table et il y avait Volaski qui était à côté de moi. Puis je regarde Cavana, je lui dis, mais je suis complètement con, moi. Je t'invite dans un resto de couscous, tu vas me foutre de la semoule plein la gueule. Et ce qui était drôle, c'est que Volaski avait un respect total pour Cavana. Ouais, et il me disait, mais tu lui parles sur un ton, aucun de nous parlerait comme ça à Cavana. Ils étaient de la génération où Cavana les avait tous portés, aidés, c'était leur père à tous, quoi. C'est Delfeuille qui en parle vachement bien. Ce qui était marrant, c'est que Volinsky, il me disait, un jour ou l'autre, à cause de Jean de France, un jour ou l'autre, tu vas nous ramener un coup de fusil. Et total, c'est lui qui s'est fait buter. Ouais, t'as raison. Écoute, Jean... Merci. Oh, merci à toi, que c'était agréable. Et alors, si je te fais un énorme chèque, comme on propose parfois pour changer de maison d'édition, pour faire l'historien à Blast, tu sais, je te paye 10 € par chronique. La réponse est non. Je dis non à tout ce qu'on propose. On m'a proposé des trucs déments. Non, je sais, des trucs déments. Mais c'est un principe, non, je ne fais plus que écrire mes livres. Sauf que là, si tu me dis que t'es en panne et que t'as plus envie d'écrire... Ouais, Écoute, si tu t'emmerdes, on ira bouffer un couscous à côté. Voilà, avant que je tremblote. Merci, puis j'ai hâte de lire un Zincourt, et voilà, j'invite tout le monde j'imagine que le bouquin... Donc c'est une très bonne idée que Fakir et François Ruffin a eu de rééditer ça. C'est mignon, François Ruffin, parce qu'il raconte qu'il a souvent dit que quand il était ado, il disait, quand je serai grand... Je serai Gentelet. Je veux être Gentelet. C'est quand même... Moi, je trouve ça tellement adorable. Je suis sûr qu'il faudrait qu'on le refasse. Il y en a avoir plein des histoires comme ces soucoupes volantes et tout ça. Bien sûr. Je vais y réfléchir. Et puis c'est bien d'aller fouiller comme ça et en tirer des pépites des gens qu'on dit ordinaires avec des guillemets à la con. À la tienne. À la tienne.